deviennent nos marmitaries, frigos ou smartphones quand ils sont cassés ou que nous avons tout simplement envie de les changer? L'année dernière, les Calédoniens ont acheté plus de 4000 tonnes d'électroménagers. Ce soir, on se penche sur l'impact de ces 4000 tonnes sur notre environnement. Bonsoir et bienvenue dans Ça vous parle. Où part donc votre vieille machine à laver une fois déposée en déchetterie? Saviez-vous qu'elle soit réparée et revendue, soit totalement démantelée pour que ses composants soient réutilisés? Dans cette émission, nous retracerons les différents chemins que suit notre électroménager hors d'usage ici au pays. Et quid des vieilles machines à laver déposées non pas en déchetterie mais au beau milieu de la nature? Nous évaluerons l'impact sur l'environnement de ces déchets malheureusement encore trop nombreux. Pour discuter de tout cela, je reçois Bernard Crenier, directeur de Trécodec, qui organise la gestion des déchets réglementés, et Thibaut Bizia, fondateur de Calédocline. Et puis en cours d'émission, Chloé Yentao nous emmènera à la ressourcerie, un lieu où l'on répare et revend de l'électroménager à très petit prix. Puis nous parlerons aussi de la tragédie électronique, un documentaire de Cosima Danoritzer qui explore la gestion de nos déchets électroniques à l'échelle mondiale. Un documentaire à découvrir ce samedi à 17h sur notre antenne. Bonsoir messieurs et bienvenue sur le plateau de Ça vous parle. Bonsoir. Alors je vous propose de commencer cette émission par un chiffre. Près de 4000 tonnes d'électroménagers ont été vendues l'année dernière en Nouvelle-Calédonie. Dans quelques années, ces 4000 tonnes d'électroménagers seront hors d'usage. Dans 3 ou 4 ans pour les équipements les moins fiables, dans 10 ou 20 ans pour les équipements les plus costauds. Que deviendront-ils alors? Pour le comprendre, je vous propose de suivre le trajet d'une machine à laver grâce à cette mise en image de Mara Lourde. C'est terminé, ma machine à laver ne s'allume plus. Oh non! Après 15 ans de bons et loyaux services, je vais donc la déposer dans la déchetterie près de chez moi, dans la zone dédiée aux équipements électriques et électroniques. Premier scénario, quelques jours plus tard, l'entreprise ALD vient examiner l'électroménager entreposé dans cette déchetterie. Ma machine à laver leur semble réparable. Elle est embarquée dans leurs locaux, situés au quartier de Normandie, à Nouméa. Elle y sera réparée et revendue comme machine à laver d'occasion à de nouveaux propriétaires. Deuxième scénario. ALD n'embarque pas ma machine à laver, son cas leur semble désespéré. Elle partira donc direction Recycal, ou EMC, pour être intégralement démontée. Les différents composants tels que le cuivre, l'aluminium, le laiton, le plomb, l'inox et le zinc sont séparés les uns des autres. Ils sont ensuite exportés vers des fonderies à l'étranger afin de pouvoir être réutilisés. L'année dernière, 2407 tonnes de déchets électriques et électroniques ont ainsi été récupérées et traitées en Nouvelle-Calédonie. Alors, 2400 tonnes, si l'on compare aux 4000 tonnes dont je parlais en début d'émission, ça veut dire qu'on recycle à peu près la moitié de nos déchets électroniques? Oui, c'est à peu près ça. Bon, il est certain qu'il y a une part d'historique, puisque la réglementation a été mise en place au Brun Sud en 2014. Donc pour tout ce qui a une durée de vie supérieure à 10 ans, ce n'est pas encore revenu dans notre giron. Mais c'est un taux qui est déjà assez satisfaisant, d'autant qu'on ne couvre pas encore pleinement la Nouvelle-Calédonie. Et est-ce que tout l'électroménager peut être recyclé localement? Il y a encore des appareils qui ne peuvent pas être pris en charge? Alors, dans la filière des 3E, il y a tous les déchets hospitaliers. Ça, on ne veut pas y toucher pour l'instant, parce que ça engendre d'autres problèmes, un problème sanitaire notamment. Mais la plupart des déchets électroniques sont récupérés dans les filières existantes, oui. Pas encore le petit électroménager, parce que pour la petite anecdote, au début, on voulait prendre une marmitarie pour raconter le trajet de l'appareil électroménager. Vous m'avez dit ça, c'est pas encore totalement pris en charge. C'est réglementé et ça a démarré au mois d'août, si je ne dis pas de bêtises. On est en montée en puissance. Et sur cette filière, le petit électroménager, je dirais que c'est le déchet dont on a pu se débarrasser facilement, le mettre dans sa poubelle. Donc on a probablement peu d'historique. Et comme on est en phase de démarrage, on a un opérateur qui est en train de faire du broyage avec un nouveau broyeur qu'il a installé également, qui a démarré au mois de juillet. Donc on ne va pas venir l'encombrer et puis après ne pas pouvoir traiter les déchets. Donc on est en phase de démarrage, mais
On a confiance, on sait qu'on va avoir beaucoup dès 2023. Donc là, on a parlé du gros électroménager hors froid. L'informatique, lui, part chez une entreprise appelée Réinfo, qui vient d'avoir l'agrément. On peut dire ça comme ça ? C'est ça. Alors, les agréments sont donnés par les provinces, ne sont pas donnés par les organismes en aucun cas. Et les provinces s'assurent que de la capacité technique en matière d'assurance, en matière d'installation classée de protection de l'environnement, etc., des futurs opérateurs sont en économie circulaire, c'est-à-dire qu'ils vont réparer de 2 ou 3 machines, ils vont en faire une et ils vont la revendre, ce qu'on appelle la réutilisation. Soit ils vont récupérer des pièces détachées pour réparer de futures machines qu'ils vont récupérer. Ou il y a l'autre versant, ça c'est 15 à 20% du marché, et l'autre versant c'est la valorisation, où ça part en fin de vie. Et là on a affaire, comme on vient de le voir, à d'autres opérateurs. Donc c'est 15% qui peut être réparé, réutilisé, voilà. Et le reste qui part au démantelé. Voilà, démantelé. Alors quand on parle d'économie circulaire, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect réparation, réutilisation immédiate, donc on prolonge la durée de vie, mais il y a l'aspect aussi valorisation, où on va récupérer les matières premières, qui deviennent des matières premières secondaires, qui vont de nouveau servir à fabriquer ce qui nécessite ces matières. Donc ça, c'est le scénario si la machine est déposée en déchetterie. Mais là, je me tourne vers vous, Thibaut. Ce n'est pas toujours le cas. Parfois, la machine à laver termine dans des endroits comme celui qu'on va voir. Voilà. Où a été prise cette photo, Thibaut ? Alors ça, c'est une photo qui a été prise quand on a fait notre grand nettoyage dans le sud il y a quelques semaines, c'était pendant les vacances d'octobre, et c'est vrai qu'on a trouvé beaucoup de déchets qui sont liés aux filières réglementées, ce qui prouve que même malgré des aménagements et même malgré de l'éducation qui est réalisée depuis longtemps, et bien sûr aussi par l'éco-organisme, les gens maintiennent encore ces comportements où en fait ils vont abandonner leurs déchets dans la nature. Donc ça peut être le simple déchet qu'on balance comme ça par la fenêtre, comme des plus gros déchets, comme celui qu'on voit sur l'image. Et ça, c'est important parce que ça veut dire aussi qu'il y a un moment, il faut réagir face aux dépotoirs sauvages parce que ça s'accumule et ça a des conséquences sur l'environnement qui sont durables. C'est-à-dire que ça va impacter durablement les écosystèmes et la qualité de vie des Calédoniens. C'est ça qu'il faut dire. Et dans tous les déchets que vous ramassez avec l'association Calédoclean, quelle est la part des déchets électroménagers ? On en trouve forcément. Alors, en poids, c'est une grosse part parce qu'on en trouve énormément déjà en quantité. Et puis surtout, ça pèse. C'est des déchets qui pèsent. À nous, forcément, à Calédoclean, on a un suivi sur nos déchets. Et ce suivi, il est fait notamment par rapport au poids, pas par rapport au mètre cube. Donc en fait, forcément, ça prend une grande part, au même titre que les batteries, par exemple, qu'on trouve en quantité également. Ce sont des déchets qui sont polluants, mais ce sont des déchets qui sont lourds et qui ont plein de composants qui vont impacter notamment le plastique qui va, lorsqu'il va se dégrader, libérer les substances chimiques toxiques qui peuvent le composer. Et puis, il faut rappeler aussi que ces déchets-là, dans la nature, ce sont des vecteurs de maladies parce qu'en fait, ces accumulations qu'il y a, ces dépotoirs sauvages, c'est des nids à rats, c'est des nids à moustiques. Et derrière, qu'est-ce qui va se passer ? Ce sont des propagations en fait, de maladies, tout simplement. Et on voit bien chaque année qu'on a des épidémies de dengue et des épidémies de leptospirose. Donc, on est directement concerné par ces ordures qui traînent dans la nature. Et tout à l'heure, on a dit que les machines qui pouvaient être récupérées, elles sont démantelées. On sépare l'or, le cuivre, le zinc, etc. Est-ce que c'est des métaux qui ont un impact sur l'environnement s'ils sont laissés... Bien sûr. Et ce qu'il faut voir, c'est que tous les objets qui nous entourent, ils ont fait le tour de la planète avant d'arriver ici. On vit à 80% d'importation, donc tout ce qu'on a autour de nous, c'est le fruit du travail d'hommes et de femmes partout sur la planète. Et notamment pour les métaux, c'est un travail qui est très destructeur de l'environnement, parce que la mine a un impact fort sur son environnement, donc c'est quelque chose au pays. Et derrière, les conditions de travail sont parfois aussi extrêmement difficiles, parce que c'est pas les mêmes conditions qu'ici. Et donc on voit parfois même des enfants travailler dans des mines pour récupérer des métaux qui sont aussi rares. Et donc le problème, c'est que derrière, c'est un impact carbone énorme, puisqu'il y a l'extraction minière, donc l'excavation du minerai qui était dans les sols, avec beaucoup d'énergie, parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour creuser un trou qui est immense et pour avoir les machines pour tout sortir. Ensuite, on transporte la matière, on la transforme, on la retransporte et elle arrive ici. On a un produit qu'on utilise et finalement, après, certains le balancent dans la nature. C'est un énorme gaspillage. Quand on sait en plus que ces métaux sont rares et que pour certains, ils sont de plus en plus rares, notamment pour les produits électroniques et informatiques, c'est un énorme gaspillage. Et derrière, c'est toute une histoire du produit
qui est lourde, chargée d'impact carbone, d'énergie et puis de sueur, parfois de la sueur d'enfant. Et ça, il faut le rappeler. Donc c'est un énorme gaspillage finalement. Alors sur les photos qu'on a vues, elles ont été prises dans le Grand Sud, sachant qu'il y a des déchetteries qui sont pas très loin, ça peut être encore plus étonnant. Oui, mais en fait, au départ, quand on disait aux gens faut mettre des amendes, on disait mais non, mais faut de l'éducation, faut de l'aménagement, mais c'est fait. Aujourd'hui, il y a des gens et on pense souvent que c'est par flemme que les gens ils jettent, mais pas du tout. Parce que des fois, ils vont faire un effort. Prendre la machine, la mettre dans le pick-up et puis aller la déposer, finalement, c'est plus compliqué même que de la déposer à la déchetterie à côté de chez soi. Et soi. la déchetterie est gratuite. Donc en fait, les gens font un effort pour aller polluer et en s'en foutant royalement. Et c'est ça qui est grave et qu'il faut absolument dénoncer. Et puis, il faut intervenir, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place une répression parce que c'est un manque à gagner pour les filières, parce que ce sont des produits aujourd'hui qui sont abandonnés et qui ont des impacts pour la santé des écosystèmes, et puis parce que c'est un énorme gaspillage de précieuses matières premières qui ont toute leur utilité encore. Alors c'est vrai que si on regarde la carte qu'on a vue brièvement dans l'encadré, dans le reportage tout à l'heure, on voit que le Grand Sud est bien pourvu en matière de déchetterie, de points d'apport volontaire. Par contre, on n'en voit quasiment aucun dans le Nord et dans les îles. C'est quelque chose qui est prévu ? Alors, tout simplement parce que si je vous dis qu'on récupère 2/3 de notre gisement de D3E en déchetterie, c'est simplement parce que le Sud est pourvu en déchetterie. Et les îles et le Nord sont moins pourvus. Ça, donc si j'ai ma machine à laver est cassée et que j'habite à Côné, par exemple, qu'est-ce que je fais ? Le deuxième sujet, c'est que la réglementation REP D3E en province Nord a été adoptée fin 2021 et on va se faire agréer, nous, notre plan de gestion, fin 2022. Donc on n'a pas pu se déployer avant, faute d'obtenir cet agrément. Il n'empêche que nous avons mené quelques opérations quand même sur la province Nord avec certaines communes qui en ont exprimé le souhait. Sur la province des îles, c'est différent, mais ça rejoint un petit peu aussi la province Nord. Ce sont les communes qui nous contactent et nous organisons des opérations coup de poing. C'est-à-dire que les communes en régie vont collecter, vont regrouper, et à partir du point de regroupement, nous allons prendre en charge le rapatriement et le traitement. C'est probablement ce qui se passera en province Nord à compter de début 2023, où les communes qui ont la proximité avec la population, c'est pas l'éco-organisme à Nouméa qui a cette proximité. Eux, ils ont les services, ils connaissent les gens, ils vont le faire. Donc ils vont informer, on probablement participera à financer la communication, ils vont informer la population d'une période. Et pendant cette période, la population pourra rapporter, si elle en a les moyens, les déchets sur un site identifié par la commune, où la commune va collecter en régie ou en porte-à-porte les déchets électroménagers. Donc à ce moment-là, vous allez récupérer un bon stock de vieux électroménagers. C'est ça. À partir de ce point de regroupement, on transportera sur les installations en province sud, notamment à Nouméa, de valorisation et de broyage, traitement, etc., et de récupération des matières. Alors, il y a aussi un lieu commun. Il ne faut pas penser que sous chaque batterie ou chaque frigo, il y a un billet de 5000. Ce n'est pas vrai. Tout ça, ça coûte. Ça coûte en moyens humains, ça coûte en moyens matériels, ça coûte en temps, c'est du transport. Après, on doit tout exporter, on a tout importé, il faut tout exporter. Donc, lorsqu'on arrive à équilibrer une filière en dépenses-recettes, on est vraiment très satisfait. Okay. Et on en est loin. Alors, dans le reportage, on a cité une entreprise qui répare les machines et qui les revend. Est-ce qu'il y a d'autres candidats qui pourraient se placer sur ce... Eh bien, donc on a donc cette entreprise, ALD, on a Réinfo qui... pour l'informatique. Pour l'informatique. Et puis après, sur le petit électroménager, c'est une filière qu'on vient de débuter, c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure. Il faut qu'on mesure le gisement qu'on récupère pour savoir si c'est pérenne de mettre en place une entreprise qui ferait la réutilisation. Je rappelle quand même ce que c'est que la réutilisation, c'est que c'est un déchet qui a été abandonné, enfin un objet qui a été abandonné par son propriétaire, qui est devenu un déchet, et ce déchet, on regarde s'il est possible de le réparer pour prolonger sa durée de vie. Alors que le réemploi, c'est le produit n'est pas devenu un déchet,
En réalité, c'est la vente d'occasion. Oui, c'est ça, c'est différent. Ouais. Là, par exemple, nous, on a un des partenaires, c'est EcoRecycle. Eux, ils font les deux, c'est-à-dire qu'ils peuvent récupérer des vieilles carcasses et récupérer les pièces, ou ils peuvent également, bien sûr, réparer une machine qui avait juste un dysfonctionnement. Mais après, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a deux choses. Il y a la disponibilité des pièces qui est importante, et surtout parce qu'aujourd'hui, ça prend du temps, beaucoup de temps de faire venir des pièces lorsqu'il y a besoin, parce que la réparation, quand on peut s'approvisionner en local, c'est bien, mais c'est pas toujours le cas, notamment pour les produits informatiques et électroniques. Et donc, c'est beaucoup de temps et beaucoup d'argent, parce que c'est très taxé aussi, et donc les réparations sont parfois trop coûteuses. Et ça a un impact aussi, mais en tout cas, oui, on a quand même aujourd'hui en Calédonie déjà beaucoup d'entreprises qui peuvent réparer et donner une seconde vie au projet. Et on va en citer encore une autre, c'est pas une entreprise, c'est une association. Si vous voulez donner votre électroménager qui ne fonctionne plus ou que vous voulez simplement changer, vous pouvez aller le déposer à la ressourcerie à Nouméa. Chloé Yentao s'y est rendue pour nous. Salut Lionel. Bonjour Chloé. Alors on est ici à la ressourcerie de Nouméa. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, la ressourcerie, c'est un lieu où on redonne une seconde vie aux objets et aux matériaux qu'on n'utilise plus. Et toi, qu'est-ce que tu y fais à la ressourcerie ? Eh bien, je suis en charge de l'atelier réparation de tous les appareils électroniques électroménagers. Donc là, on a 4 vis et une qui a un format particulier. Et tous les constructeurs ont cette manie de mettre une vis qui n'est pas démontable si tu n'as pas l'outil adapté. Les gens déposent les appareils là, et à partir de là, nous essayons de les traiter. Et les appareils, lorsqu'ils sont réparés, pour beaucoup de tout ce qui est électroménager, hi-fi vidéo, ça repart dans le commerce, on leur redonne une seconde vie à la vente. Dans notre magasin, on les vend à petit prix, vraiment à petit prix, de façon à satisfaire tout le monde. Notre objectif, c'est de remettre en circuit le plus d'objets possible et d'avoir des apports financiers par 6 ventes pour pouvoir faire fonctionner la ressourcerie. On a créé un catalogue. Un client a besoin de ce type de câble, il voit au niveau du magasin un bénévole disponible, on va dans le carton qui va bien et on lui donne son câble au prix qu'on a fixé, de façon à ce que ça soit toujours les mêmes choses, mais que ça puisse dépanner toutes les... Ouais, c'est bien intéressant parce que ça aussi, ça empêche de jeter du coup des objets. Là, on jette plus de câbles. On n'achète pas des câbles sous blister qu'on va payer. Ou d'acheter des câbles hors de prix. Pour exemple, un câble à 2500 francs. Oui. Il sera ici à 100 francs. Ouais. Beaucoup de choses sont à 100 francs. 100 francs, 200 francs. Et ça permet au client sans avoir les boîtes devant lui, parce qu'on n'a pas assez de place, de pouvoir dire je voudrais cette pièce. Et on lui fournit cette pièce vraiment à petit prix. Et on ne jette pas. On ne jette pas. Merci à Lionel qui fait partie des nombreux bénévoles que compte l'association. Alors, outre les objets électriques qu'on vient de voir, la ressourcerie propose également du linge, que ce soit pour bébé, pour adultes, du linge de maison également, de la vaisselle, des CD, des livres, des jouets, des décorations de Noël pour les fêtes qui approchent par exemple. Donc, n'hésitez pas à venir faire un tour ici. Ça se passe rue de l'Alma, c'est l'ancien centre de tri de l'OPT. Et puis, vous pouvez bien sûr apporter des objets dont vous ne vous servez plus ou bien venir faire des affaires à tout petit prix comme vous l'avez vu. Taltoul. Ça vous parle, ça ? Oui, moi j'aime beaucoup, déjà parce que c'est une initiative associative, donc forcément ça me parle beaucoup, puis on les connaît bien, ils sont super, ils ont une équipe dynamique. Ce qui m'interpelle beaucoup, c'est la question de l'obsolescence programmée et de la façon dont certains ingénieurs, un peu scrupuleux dans les entreprises, sont payés à faire en sorte à ce que le produit périme rapidement, mais aussi soit irréparable ou qu'il faille du matériel très spécifique pour pouvoir le réparer ou le démonter. C'est ça, là il nous parle d'un tournevis un peu spécifique si on veut juste démonter la machine. C'est dégueulasse en fait de faire ça et j'ai beaucoup de mal avec cette pratique parce qu'en fait c'est un moyen d'entretenir son propre business et en fait il y a quelque chose à faire au niveau mondial, pas ici parce que nous on est surtout consommateurs, pas trop producteurs, mais au niveau mondial il faut travailler sur la question de l'éco-conception, c'est-à-dire concevoir un produit dans une dynamique écologique et intelligente où en fait l'idée c'est que le produit dure le plus longtemps possible
Et lorsque il n'est vraiment plus réutilisable, réemployable, à ce moment-là, qu'on puisse le démonter avec facilité et qu'on puisse récupérer les matières premières qui le constituent de manière aisée. Et ça, c'est un vrai enjeu du monde actuel, c'est de pouvoir récupérer de manière fiable et de manière peu coûteuse ces ressources, et notamment quand on a des alliages de métaux. Et ça, c'est important. L'éco-conception, c'est la seule façon de pouvoir concevoir le commerce de produits dans les prochaines années. Alors pour ce qui est réparable, je vais vous partager encore une autre adresse. Vous pouvez aussi vous rendre au Repair Café. C'est un lieu où vous pouvez réparer votre objet seul ou avec l'aide d'experts qui vous aideront. Le prochain Repair Café aura lieu dans une dizaine de jours, le samedi 26 novembre à Rivière-Salée. Plus d'infos sur le site repaircafé.nc. Vous avez déjà testé, Bernard, le Repair Café ? Non, je n'ai pas eu l'occasion. On a eu des échanges avec eux. On leur a même proposé, ça remonte à quelques années, d'éventuellement venir travailler dans nos locaux parce qu'on a un grand espace, 50 mètres carrés, où on pouvait faire un Repair Café le samedi matin. Et puis ça n'a pas abouti à ce moment-là, mais bon, il faut dire qu'après on a eu 2 années de trou d'air avec le Covid qui ont chamboulé pas mal de choses, mais l'idée est à réactualiser, à remettre. En tout cas, on voit que les citoyens prennent aussi un peu les choses en main. Mais de toute façon, les citoyens, la consommation est un acte politique. Les citoyens vont faire changer les choses. Faut pas s'attendre à ce que ce soit le gouvernement, les provinces, etc., qui vont faire changer les choses. Ils vont certes faire bouger certaines choses, mais à partir du moment où vous ne consommez pas quelque chose que vous estimez pas correct, oui, voilà, qui n'est pas conforme à vos idéaux, vous allez orienter la consommation différemment. Donc quand vous déposez la machine à laver dans la déchetterie, c'est déjà un choix que vous faites. Tout à fait. Déposé dans le Grand Sud. Alors, on vient de parler du traitement de nos déchets électroniques à l'échelle du pays, mais comment ça se passe à l'échelle mondiale ? C'est le sujet du documentaire La tragédie électronique que vous pourrez découvrir ce samedi à 17h sur notre antenne. Regardez. Cet endroit est une des décharges de déchets électriques et électroniques les plus connues au monde. Chaque année, nous produisons près de 50 millions de tonnes de ces déchets qui atterrissent de plus en plus souvent dans des endroits comme cette décharge en Afrique. Il y a 3 ans, nous sommes venus filmer les enfants qui travaillent ici dans les fumées toxiques, s'exposant à de sérieux problèmes de santé comme des cancers et des lésions neurologiques. Depuis, la situation n'a fait qu'empirer. La quantité de déchets électriques et électroniques inondant l'Afrique a presque doublé. Et ailleurs, en Europe, en Amérique du Sud ou en Asie, nos appareils modernes en fin de vie détruisent les paysages et empoisonnent la terre, l'eau et l'air. C'est un crime d'une ampleur phénoménale. On estime que le trafic de déchets électriques et électroniques est devenu plus important que le trafic de drogue. L'exportation de ces déchets est interdite depuis plus de 30 ans, et pourtant des milliers de conteneurs traversent les océans chaque année. Et cette marée toxique n'en est qu'à ses débuts. Malgré la crise, la vente d'appareils électroniques est en pleine expansion et gagne de nouveaux marchés émergents. Tout ceci contribue à grossir toujours plus une montagne de déchets que nous ne pouvons plus ignorer. Est-ce que pour réduire ces montagnes de déchets, acheter d'occasion, ça sert à quelque chose ou c'est qu'une goutte d'eau dans l'océan ? Encore une fois, c'est un acte politique, consommer différemment. Vous détenez le pouvoir, avec votre bulletin de vote. Alors vous allez dire, oui, vous êtes dilué dans la masse, ça n'a pas d'importance, etc. Non, c'est la prise de conscience, c'est la chose la plus importante que nous ayons à faire. Et le libre arbitre, qu'est-ce que c'est que le libre arbitre ? C'est décider de ce qui est bien pour soi, sans influence, sans écouter ce que l'autre à côté il vous dit. C'est ce qui est bien pour vous, ce que vous ressentez de bien pour vous. Donc consommer d'occasion, il n'y a pas de raison que ce soit moins bien que de consommer du neuf. Au contraire. Thibaut ? Moi, c'est une habitude que j'ai prise. Moi, mon électroménager, il est quasiment tout d'occasion. Qu'est-ce que j'ai ? Mes meubles, une bonne partie de mes meubles sont d'occasion. Puis après, il y a la question aussi de se poser la question de pourquoi je consomme. C'est-à-dire qu'il y a plein d'objets, on consomme, on n'en a pas besoin ni fondamentalement envie. C'est-à-dire que souvent, quand on parle de l'écologie puis de réduire, on a l'impression qu'on dit aux gens on va retourner vivre tout nu dans la forêt. C'est pas ça. L'idée, c'est juste à un moment, il faut se poser la question de comment moins consommer et mieux consommer.
consommer, et ça va ensemble très souvent parce qu'il y a tout un tas d'objets dont on n'a pas besoin, et quand on a besoin effectivement d'acheter, on peut tout à fait acheter du seconde main, c'est très bien. C'est pareil, plutôt que d'acheter, des fois on a un seul usage, on peut soit emprunter, soit louer. C'est plus simple, et c'est vrai que petit à petit, il faut arrêter aussi de penser qu'il faut toujours posséder. Pas besoin de posséder, des fois il y a juste besoin d'emprunter, de louer, et acheter d'occasion, ça marche tout aussi bien. Moi je lave mes vêtements avec une machine à laver d'occasion, mon frigo c'est un frigo d'occasion, mon canapé il est d'occasion, j'ai plein de trucs d'occasion. Il y a un sacré marché d'occasion d'ailleurs en Calédonie, et je pense quand même que c'est une pratique assez courante, et heureusement c'est bien parce qu'on a beaucoup de produits disponibles, parce que on a quand même aujourd'hui des étals qui sont bien achalandés, et c'est vrai que l'idée c'est acheter d'occasion, c'est toujours encore éviter de produire et d'aller puiser dans l'environnement des précieuses ressources parce qu'elles sont déjà disponibles autour de moi. Et ça, c'est hyper important. Et dans le mieux consommer, il y a également, alors on déborde un peu du sujet, mais il y a aussi la façon de se nourrir, qui a un impact sur la santé. Et s'il y a un impact sur la santé, ça a un impact sur les comptes sociaux. Tout ça, c'est une grande chaîne. Et on s'aperçoit que chaque maillon est essentiel. Et j'en reviens à la prise de conscience. Alors, juste avant de se terminer, on peut rappeler que ce samedi, c'est le lancement de la semaine pour la réduction des déchets. Vous allez être mobilisés sur cet événement ? Oui, nous, on va être mobilisés avec des partenaires, déjà en organisant des Green Friday, mais aussi au travers d'opérations. Green Friday, on peut expliquer Oui, le Green Friday, l'idée, c'est d'appeler les personnes à consommer différemment, soit en achetant des produits de qualité, soit en achetant des produits qui ne sont pas emballés, soit aussi une partie des bénéfices qui sont reversés pour soit replanter des arbres, soit mener des actions justement aussi par les associations. Et puis on va bien sûr continuer de faire ce qu'on fait chaque année, tout le temps, c'est des opérations de nettoyage. Mais on va avoir aussi quelques actions choc un peu, parce que l'idée c'est aussi d'interpeller les institutions. Nous, ça fait 10 ans qu'on ramasse des déchets. C'est une problématique qui est très importante, les déchets dans la nature, avec les pollutions que ça engendre. Pour ceux qui en doutent encore, rendez-vous sur le site de Calédocline ou sur nos réseaux sociaux, vous verrez. Et derrière, l'idée c'est de dire, mais il y a vraiment un maillon de la chaîne qui manque, c'est celui de la répression, parce que ce n'est pas normal qu'il soit complètement autorisé de jeter des déchets dans la nature aujourd'hui. J'ai autorisé parce que à partir du moment où on met pas d'amende, c'est comme si on cautionnait, quoi. Et on paye même des gens pour ramasser derrière. Donc en fait, c'est plus que cautionner, c'est accompagner. On accompagne les gens qui polluent. Donc nous on dit non, il faut mettre en place une répression, et on va beaucoup parler de ça la prochaine semaine. Ok, Trécodec rapidement va être mobilisé aussi. Alors Trécodec est mobilisé, mais pas directement. On a été beaucoup sollicité par beaucoup d'entreprises qui mettent des actions autour de la CERD, mais nous on ne fera pas un événement cette année directement animé par Trécodec. Et on rappelle que tout le monde peut participer à la collecte des déchets. Tout le monde est bienvenu sur le terrain. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Ça vous parle. Merci à vous, à la maison, de nous avoir suivis. La soirée continue sur Calédonia à 19h55. Retrouvez votre programme L'amour est dans le pré. Bonne soirée.